Concept car ou voiture de série? Il est vrai que lorsque l'on découvre pour la première fois la Ioniq 5, elle a de quoi intriguer. C'est encore, après quelques mois de commercialisation, le cas. Et il n'y a qu'à voir son design très particulier. On ne voit pas beaucoup ça ou ce genre de véhicule dans le monde automobile de série, et c'est pas plus mal, ça permet aussi de se démarquer. Bonjour et bienvenue sur Testcars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo avec à l'essai la Hyundai Ioniq 5. C'est parti. 4,63 m de long, 1,89 m de large pour 1,64 m de haut. La Hyundai Ioniq 5 n'est disponible qu'en 100% électrique avec deux types de batteries, 58 ou 77,4 kWh en propulsion, ou, comme c'est ici le cas, toujours avec la grande batterie de 77,4 kWh, mais cette fois-ci en 4 roues motrices. Elle développe 325 chevaux et 605 Nm de couple. Le 0 à 100 est abattu en 5 secondes 1 pour une vitesse max de 185 km/h. L'empattement est de 3 mètres, le rayon de braquage de 5,99 et enfin, elle pèse 2 tonnes 12 à vide, c'est quand même un beau bébé. Au niveau du design, vous le voyez, la face avant est quand même atypique, surtout au niveau des optiques, des feux pixels, une calandre également rétroéclairée, c'est très joli et ça permet aussi de se démarquer. Les feux sont naturellement à LED, à l'avant comme à l'arrière. Il y a les feux de jour, il y a les feux de route adaptatifs, donc ça ne va pas éblouir les autres, mais ça va vous proposer une très bonne vision. Au niveau de la face avant, on retrouve ici au milieu une caméra pour un système à 360 degrés. La qualité de la caméra arrière, on le verra plus tard, n'est pas exceptionnelle, mais on voit quand même. Il y a également des capteurs à l'avant et sur les arches de roue pour faciliter notamment le stationnement. J'aime aussi beaucoup ce capot et vraiment toute cette partie bloc optique, je trouve que ça lui donne un air très futuriste. On passe maintenant au profil du véhicule. J'allais oublier, il y a également ici des volets d'air actifs pour refroidir le véhicule et dans certains cas améliorer également la consommation en les fermant. Sous le capot, vous avez un rangement de 24 litres, c'est plus du double en version 2 roues motrices. Les jantes ici sont de 19 pouces, le vitrage est acoustique, il y a également un toit vitré panoramique qui ne s'ouvre donc pas. Les rétroviseurs sont rabattables électriquement, ils intègrent une caméra pour parfaire le système à 360 degrés. Ils peuvent être également en option des rétro-caméras, donc beaucoup plus effilés. Que ce soit cette version, on va dire standard ou les autres, dès que vous activez le clignotant, eh bien, vous retrouverez sur l'écran devant vous ce qui se passe à gauche ou à droite. C'est extrêmement pratique et en fait dans l'affichage tête haute qu'on va voir un petit peu après, vous voyez même sans mettre le clignotant une alerte d'angle mort visuel rouge. Si vous avez quelqu'un dans votre angle mort à gauche ou à droite, c'est extrêmement pratique. Évidemment, ça vous alertera si vous mettez le clignotant et que vous souhaitez changer de direction. Ensuite, ici vous voyez que les joints sont noirs laqués. Les poignées sont également affleurantes automatiquement, donc là je suis un peu proche et j'ai verrouillé le véhicule, mais si je l'ouvre, voilà, il n'y a qu'à tirer, c'est très simple, facile. Il y a également des bas de caisse en grain métal, c'est comme ça qu'on appelle ça chez Hyundai, c'est un petit peu particulier, ça change encore une fois, ça donne un look qui tranche un petit peu, qui va parfaitement bien avec le reste du véhicule. Le vitrage à l'arrière, il est naturellement surteinté. Et puis, je vous propose qu'on passe à la prise de charge. Le chargeur embarqué de la Ioniq 5 est de 11 kW. Pour charger, il suffit d'appuyer ici. Le volet s'ouvre automatiquement comme vous venez de le voir. Il y a également des LED qui indiquent le niveau de charge du véhicule. Là, on est à 91%. Recharge sur borne publique, il faut compter à peu près 7h20 de 10 à 100%. Sur des bornes rapides type Ionity, le 10 à 80% se fait en seulement 18 minutes.
Et concrètement, il faut compter à peu près, je dirais, 3/4 d'heure de charge sur le réseau Unity lorsqu'il vous reste entre 60 et 80 km d'autonomie. Il y a également le système V2L avec l'adaptateur fourni, comme c'est ici le cas. Donc ça vous permet notamment de faire par exemple un café grâce à votre cafetière électrique quand vous êtes en camping, ou de recharger une petite trottinette électrique, un vélo, bref, des petits appareils électroménagers. Et pour refermer, on appuie simplement ici. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'arrière du véhicule. À l'arrière, vous avez ici, de part et d'autre, une entrée d'air pour améliorer l'efficience du véhicule, une lunette arrière assez inclinée, surteintée, pour autant on voit très très bien depuis l'intérieur. Juste en dessous du logo de la marque, en toutes lettres blanches, Ioniq 5, et puis surtout ce bloc lumineux à LED, avec également les clignotants à LED, ça fait futuriste, ça change encore une fois, comme la partie à l'avant. En dessous, on retrouve des capteurs et une caméra de recul. Au niveau de ce qu'on pourrait remorquer, eh bien, vous pourrez atteler une remorque avec un poids jusqu'à 750 kg en remorque non freinée et 1,6 tonne en remorque freinée. Par ailleurs, sachez que vous pourrez mettre jusqu'à 80 kg sur le toit. L'arrière, même en dessous de ces optiques, de nouveau, c'est assez galbé, c'est assez musclé, c'est vraiment un véhicule que je trouve atypique dans l'environnement, dans l'univers automobile actuel. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'intérieur. Le seuil de porte estampillé du modèle, également les tapis classiques, le pédalier alu, le système audio signé Bose, donc gage de qualité. Juste au-dessus, vous retrouvez tout ce qui est siège mémorisable, donc deux profils différents. Les commandes liées au rétroviseur, aux vitres électriques, au verrouillage des vitres également s'il y a des enfants. Simili-cuir sur les contreportes avec de très très belles surpiqûres. Petit rangement pour une bouteille par exemple. Ici, vous aurez ma petite tête en contre-jour avec donc ici toutes les commandes liées au siège. Sièges qui sont électriques avec, vous le voyez également ici, tout ce qui est repose pour les mollets, le réglage électrique pour les lombaires et de très très beaux sièges qui maintiennent extrêmement bien, toujours en simili-cuir avec surpiqûre, sièges chauffants sur 3 niveaux, ventilés également. Ils sont vraiment magnifiques. Et côté maintien, c'est un sans faute. On poursuit ici avec les commandes liées au réglage de la hauteur des phares. On enlève le SP, on ouvre ou on ferme le coffre, mais là il va falloir maintenir le bouton appuyé. Le frein à main automatique, ça c'est extrêmement pratique, notamment dans des parkings souterrains en pente, mais pas que, notamment au feu, à un stop. Ça permet bien de relâcher le pied du frein et déjà de le mettre sur l'accélérateur. Le frein de parking, ici c'est pour ouvrir le capot, une partie de la sono, les commodos liés au feu et au clignotant, bien entendu, un volant très très bien fini je trouve, assez simple au niveau des commandes, c'est pas plus mal, et vous avez également la présence des palettes juste ici pour le freinage régénératif. Alors déjà, bon c'est un détail parce qu'on ne les verra jamais, mais je trouve que c'est superbement bien fini et c'est extrêmement pratique de les mettre sur le volant. Volant chauffant également et réglable en hauteur et en profondeur. On va s'installer à bord. Vous avez la commande ici liée à la boîte de vitesse, donc D-Drive en avant, R marche arrière, la caméra forcément va s'activer. Et quand on appuie juste ici, c'est également le frein de parking. Et au-dessus, vous avez la commande liée aux essuie-glaces. Pied sur le frein,
On démarre le véhicule. Bon, je me serais bien passé de toute cette animation sonore, mais soit. Alors ça prend un peu de temps pour confirmer, vous allez voir. C'est comme un petit rappel qui dit qu'il faut être prudent. Les warnings, les bus d'aération. Ce que j'aime bien, c'est que ces deux écrans très très bien intégrés. J'avais un petit peu peur au départ et je me suis dit bon qu'avec le volant, certaines informations pourraient être cachées. Et bien en fait, absolument pas. Et à propos de ce volant, donc ici, vous avez les différents modes de conduite, éco, normal et sport, avec de réelles différences. L'affichage auto-hold, donc là, ça vous dit qu'il y a le frein à main automatique, entre guillemets, qui est activé, le restant de batterie, sur quel niveau est le frein régénératif, les ceintures, la température extérieure, le couple, quand on est en mode sport. Donc, ensuite, la consommation, les 100 derniers kilomètres, l'autonomie restante, bien entendu, le frein à main est activé, l'affichage du kilométrage total, les informations évidemment liées à la consommation au milieu. Et puis, si vous appuyez sur cette commande-là, vous allez pouvoir avoir d'autres informations telles que la navigation, la pression des pneus, les aides à la conduite lorsque l'on roule, et ici, tout ce qui est lié à la consommation. Et pour changer ces informations, on va vers le bas ou vers le haut, ça n'a aucune incidence. Au niveau du volant, vous avez ici les différentes sources sonores. Donc là, vous allez changer la source, favori, téléphone en Bluetooth, commande vocale, le volume également ici. Ici, ce sera tout ce qui est lié au régulateur de vitesse adaptatif, centrage dans la voie, la distance qui sépare le véhicule qui est devant vous. Super facile à mettre en œuvre, vraiment c'est intuitif, très très simple. Au-dessus de l'écran numérique de 12,3 pouces, vous avez également la projection de certaines informations sur le pare-brise, c'est l'affichage tête haute. On arrive sur l'écran central qui reprend ici deux informations importantes, l'heure mais surtout l'autonomie. Et il suffit de glisser pour arriver au menu principal. VE, donc véhicule électrique. On va pouvoir planifier la charge, par exemple, trouver des stations, ou encore, grâce au V2L, par exemple, si vous faites un café grâce à la voiture, ou que vous rechargez votre trottinette, eh bien, vous pourrez établir un niveau de charge minimal à partir duquel eh bien, le V2L ne va plus fonctionner, histoire de pouvoir rentrer chez vous tranquillement. Ensuite, bon, la carte, je pense que voilà, ça parle tout seul. La navigation, alors, destination précédente, on va prendre par exemple Deauville. Est-ce que j'ai cliqué dessus? Voilà. Définir comme destination. Demande de guidage en ligne en cours, voilà. Alors, lancer la navigation, option de l'itinéraire, donc plus rapide ou éco. Je vais laisser faire automatiquement le véhicule et voilà, c'est parti. Alors, je trouve l'interface, je trouve l'affichage un petit peu vieillot, mais ça évidemment c'est mon avis. Par contre, c'est super efficace, très très fonctionnel, ça ne rame pas, ça fonctionne même dans les tunnels, assez long, donc franchement, bravo. On va annuler l'itinéraire pour revenir au menu principal. Téléphone en Bluetooth, je n'explique pas. Projection du téléphone, c'est par exemple si on connecte son téléphone, eh bien on aura accès à Apple CarPlay ou Android Auto, mais uniquement en filaire. Mémo vocal, ça peut vous aider dans certaines situations. Le menu lié à la climatisation. On peut aussi décider le chauffage des sièges avant ou arrière. Le chauffage, juste, hop, je reviens ici, chauffage ou ventilation. Donc là, on aura accès sur 3 niveaux au chauffage ou à la ventilation des sièges, et puis le volant également chauffant. Très pratique dans certaines conditions. On va tout désactiver. On peut l'activer dans certains cas, par exemple. On revient ici avec mode voiturier, donc là ça va limiter certaines choses. Mode privé, ça va limiter le volume sonore
Et ce sera diffusé qu'à l'avant, le son radio, donc la radio ou la musique que vous êtes en train d'écouter sur Spotify, Deezer ou autre. Les paramètres du siège, donc ça c'est extrêmement pratique parce que par exemple en fonction de votre configuration, eh bien vous avez 3 paramètres différents. Par exemple, vous voulez que le siège là il soit reculé au max et celui-ci en avant. Vous le configurez, vous rentrez dans la voiture, vous appuyez simplement sur mode 1, 2 ou 3 et le tour est joué. Paramètres globaux du véhicule, donc là je ne vais pas m'y attarder parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et c'est pas forcément le plus intéressant. Et puis des raccourcis vers la radio, les médias, le Blue Link, donc là il va falloir un compte Hyundai, notification et le manuel d'utilisation. J'ai bien aimé parce que c'est vraiment très très réactif. Ensuite, en dessous, vous avez les warnings, les commandes liées, les bus de ventilation, et encore quelques boutons physiques, donc map, navigation, médias, favoris. Ici, c'est très pratique et je m'en suis servi notamment dans des parkings souterrains, puisque vous allez avoir certains réglages de la caméra, certains angles en tout cas. Bon, la qualité pourrait être améliorée, vraiment, mais voilà, ce sera peut-être fait dans une mise à jour du véhicule, le facelift. Après le menu lié aux caméras, il y a également la possibilité de désactiver les capteurs. En dessous, un affichage digital avec le réglage de la température, clim automatique, les zones, plus ou moins de puissance de ventilation, des embuages avant, arrière, recyclage. En dessous de ce menu, vous avez une prise USB, une prise allume-cigare, un petit rangement, prise USB que j'ai utilisée pour faire fonctionner Apple CarPlay avec mon tel lors de ce road trip, un double porte-gobelet, 2 prises USB classiques. En dessous, là où mon téléphone, c'est le chargeur par induction. Vous avez encore un tout petit emplacement à droite pour mettre par exemple un ticket de parking, une carte de crédit ou une carte de recharge. Un rangement ici. Et puis la coudoir centrale est divisée en deux avec de nouveau un rangement. Côté passager, vous avez intégré au sein du siège quelques commandes, notamment pour gérer directement la banquette arrière, comme vous le voyez, mais également l'autre donc qui est derrière moi. On va l'avancer, mais aussi ici une commande qui vous permettra simplement et automatiquement de descendre au maximum le siège passager. Descendre puis reculer. Voilà. Le siège passager dispose également d'une commande lombaire électrique. On prend un petit peu de hauteur avec ici la commande du plafonnier, le bouton SOS, donc le bouton e-call, un pare-soleil, un grand pare-soleil avec un très très grand miroir et une lumière juste au-dessus. Et ici, vous avez la commande liée au Vélum. Donc, dès qu'on l'ouvre, eh bien, on va pouvoir profiter pleinement du toit panoramique. La boîte à gants se veut coulissante. Et, vous le voyez, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. On passe désormais à l'arrière avec un store pour limiter la température au sein de l'habitacle. La commande des sièges chauffants sur 2 niveaux. Alors ce sera uniquement pour les sièges des extrémités. Un petit rangement en dessous. La banquette, vous l'avez vu, elle peut avancer ou reculer. Ce qui est très très bien aussi, c'est qu'il suffit de lever ce levier et elle se rabat tout de suite. Pratique, rapide, on adore. Alors ensuite, vous avez ici une poche aumônière. Alors je vais juste essayer de rabattre correctement la banquette pour que je puisse m'y installer. Voilà. Donc, au niveau de la place à l'arrière, alors je vais essayer de vous montrer ça correctement, au niveau des jambes, il n'y a aucun souci sans modifier toujours ma position de conduite, il y a énormément de place. Au niveau de la tête, c'est un sans faute, je pense que je peux même laisser encore pousser quelques mois les cheveux, ça ne touchera toujours pas. Les sièges à l'arrière, ils sont bien entendu avec le système de fixation Isofix. Ici, vous avez la coudoir avec un double porte-gobelet.
Vraiment, les finitions sont magnifiques. J'adore aussi cette couleur parce que ça crée un environnement très très lumineux. Les passagers arrière bénéficieront d'une poignée de maintien, de ce qu'il faut pour mettre un cintre, mais uniquement du côté gauche, donc derrière le conducteur ou la conductrice. Une lumière de plafonnier. Ici, j'ai mis le store occultant. Une ventilation que vous allez pouvoir ouvrir ou fermer. 2 prises USB avec un petit arrangement. Et c'est là qu'on se dit en fait que même si il y en a une prise USB qui est prise justement par le téléphone pour Apple CarPlay ou Android Auto, eh bien il en reste encore 4 au sein de l'habitacle. Et ce que je souhaite vous montrer aussi, c'est ça qui est en dessous des sièges passagers. Eh bien c'est une prise 230 volts. Ça peut être très pratique pour recharger par exemple un ordinateur. On passe enfin au coffre qui propose un volume de chargement qui est aussi entre 527 et 1587 litres. On va faire un test de consommation en sachant donc que je me trouve à la Garenne-Colombes au sein du siège Hyundai Motor France. Vous le voyez, la batterie est à 94%, soit 418 km d'autonomie, cap à l'est en passant par Reims. Je me trouve désormais sur l'aire d'autoroute de Vrigny, aux abords de Reims. Vous le voyez, il reste 44% de batterie, soit 173 km. Et ce que vous voyez sur le téléphone, donc les 46,7 km sont un trajet que j'ai effectué depuis la Garenne-Colombes jusqu'au panneau autoroutier 130 km/h pour 18 kWh au 100 de consommation. J'ai mis à peu près 1h10. Et puis, concrètement, et toujours depuis la Garenne-Colombes, voilà. J'ai donc parcouru 150 km. La consommation est de 24,2 kWh au 100, un peu plus de 2 heures de trajet. Et donc, depuis ce panneau 130, eh bien, je suis à 130 km/h réel. Et donc, il est temps maintenant de ravitailler l'homme et la machine. La Ioniq 5 est donc branchée sur une station Ionity. Et vous le voyez, ça va mettre seulement 17 minutes pour être à 80%, en sachant qu'actuellement la température extérieure est de 9 degrés. Alors ça n'influe pas forcément sur la charge, mais surtout sur la consommation dont je vous ai parlé il y a un instant. Parti de l'aire de Vrigny avec 98%, il en reste donc 37, soit 130 km, pour un total de 313 km parcourus en 3h30, avec donc une conso de 26,6 kWh au 100 km. Et il reste à peu près 40 km pour que j'arrive jusqu'à chez moi. Voilà donc l'arrivée avec environ 350 km de parcouru en 4h10 et une conso de 25,9 kWh au 100, avec donc une vitesse de 130 km/h réelle sur autoroute. Et vous le voyez en bas à gauche, la température était de 9 degrés. Après un trajet de Paris jusqu'à chez moi, je pars aujourd'hui en direction de Lyon. Il y en a à peu près pour 500 km et vous voyez à droite l'autonomie, donc la batterie est full. Actuellement, il fait 3 degrés. C'est parti! Arrivé à l'aire de Langres-Perronnier, il est temps de faire une première pause. Après 250 km parcourus pour une consommation moyenne de 23 kWh au 100, 2h30 et il reste 61 km d'autonomie. Une bien belle pause de 47 minutes. J'arrive et le véhicule est quasiment plein, donc c'est reparti. Et je repars avec 368 km d'autonomie. Arrivé à l'aire de Millonnet-Saint-Galmier sur l'autoroute A46, deuxième et dernière pause après un deuxième parcours de 245 km, une conso de 24,6 kWh au 100, un peu plus de 2 heures de route et 59 km d'autonomie restante. Une quarantaine de minutes plus tard, le véhicule est chargé à 100% et vous le voyez, on est à 325 km d'autonomie. Ça se base sur les dernières consommations. Alors ici, l'exercice, c'est la batterie pleine, comme vous le voyez en bas à gauche, avec un peu plus de 320 km d'autonomie. Je me suis arrêté à la station Shell qui dispose de bornes Ionity. On va reprendre l'autoroute A6, une centaine de kilomètres, mais cette fois-ci à 110 km/h. C'est parti. Arrivé à l'aire de Cromoro, toujours sur l'A6 et après environ 123 km, vous le voyez, la consommation est de 20,7 kWh au 100,
Temps de parcours à peu près 1h20 et il reste 70% de batterie. On recharge un petit peu et ensuite on reprend la route à 130 direction Paris. En ville, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a une très bonne vision, même à l'arrière. Après, en activant le clignotant, eh bien, on voit aussi ce qui se passe dans l'angle mort. En ville et surtout dans les grandes villes comme ici à Paris, ça peut être fort pratique puisqu'il n'est pas rare qu'on retrouve un scooter, une moto des deux côtés. Au niveau suspension, je dirais que c'est pas trop mal. C'est pas une sportive, elle est pas non plus faite pour, hein, avec plus de 2 tonnes. Le freinage régénératif, là je maintiens le doigt sur la palette de gauche, le véhicule s'arrête, je n'ai même pas le pied sur le frein. L'accélération, là je suis à fond. On va passer en mode normal. Là, ce qui est vraiment bien, c'est que tout se fait avec les palettes. Mode normal à fond, voilà. Même en mode sport, vous le voyez, l'affichage devant change quelque peu, avec une réponse à l'accélérateur beaucoup plus directe, beaucoup plus réactive. On le sent en fait, même sans bouger le pied de l'accélérateur, dès qu'on change de mode, il y a une réelle différence en fait qui se fait au niveau de la pédale d'accélérateur. C'est la première sensation vraiment qui survient, qui arrive lorsque l'on a le pied sur l'accélérateur. Moi, je vais faire un 30 à 50 avec le pied à fond en mode sport. Voilà. Ah oui, ça va vite. Ça pousse comme on dit. Alors oui, c'est rigolo à l'instant, mais de toute façon, ça va être l'autonomie en général qu'on va privilégier sur ce genre de véhicule. Ça peut malgré tout vous aider parfois à vous insérer sur une voie, sur une autoroute par exemple, mais c'est pas indispensable. Alors c'est un véhicule qui est vraiment très agréable. Là j'ai parcouru avec au total 1507 km et globalement très bonne expérience. Quelques petits points à améliorer. D'ailleurs, au moment où je réalise cette vidéo, j'ai aussi l'information comme quoi il y a un facelift, donc un restylage de mi-carrière. On en parlera en toute fin de vidéo pour redonner pas une seconde vie, mais je dirais que c'est la deuxième partie de vie d'un véhicule qui démarre dès le lancement de celui actuel. C'est-à-dire que si par exemple la voiture a 2 ans, eh bien il y a 2 ans ils étaient déjà en train de réfléchir à ce modèle. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de cette Ioniq 5? Eh bien après 1515 km, j'ai trouvé qu'elle proposait un tarif intéressant, un design atypique. Alors on aime ou on n'aime pas, en tout cas ça interpelle. Je dirais une modularité également pratique, surtout aux places arrière. L'insonorisation est très bonne, sauf peut-être sur autoroute parce que parfois j'ai entendu un petit bruit du côté arrière droit. Au volant, le confort est bien présent, la visibilité globale est très bonne et il y a également un grand soin apporté aux détails. A contrario, il y a quelques bruits au démarrage du véhicule qui ne sont pas forcément des plus agréables, mais là c'est vraiment du détail. L'emplacement du chargeur par induction, je l'aurais bien vu ailleurs. D'ailleurs, il sera placé différemment sur l'autre version, la version on va dire plus récente. La qualité de la caméra également est à revoir. Pour le reste, je dirais, pour revenir au point positif, que l'autonomie réelle, que ce soit sur autoroute, donc là on est entre 280 et 300 km, ou encore en ville, est vraiment très intéressante. Bon, le modèle qu'on a essayé, il n'est pas à 40, il est à un peu plus de 60 000 €, mais vous avez tout, absolument tout, pour un véhicule très bien équipé. Alors il faut savoir que le facelift ou le restylage va toucher cette voiture et qu'elle sera déclinée en 2 versions. Il y aura d'abord la Ioniq 5, on va dire améliorée, comme ça sera exactement le même modèle que celui-ci, et aussi un modèle N-Line avec un look sportif, des jantes de 20 pouces, un volant et un tableau de bord dédié, des sièges sport avec le logo N dessus par exemple,
des surpiqûres rouges également. La batterie va passer de 77,4 kWh à 84, donc forcément l'autonomie va s'en sortir, c'est encore mieux. Les pare-chocs seront redessinés, elle fera 4,65 m de long, donc elle prendra 2 cm à peu près. Le béquet à l'arrière, il sera également allongé de 50 mm et il y aura également de nouvelles jantes. L'îlot ici disposera d'une commande physique, notamment pour les sièges chauffants et ventilés, le volant chauffant, mais il y aura également une fonction pour l'aide au stationnement qui sera ici. Le chargeur par induction, lui, il va prendre un petit peu de hauteur et c'est pas plus mal. Il y aura également un nouveau design du volant avec des pixels interactifs. Il y en a 4 LED en fait sur le volant qui vont correspondre chacun à une fonction bien précise. La disposition des commandes d'infodivertissement et de climatisation sont également revues et donc ça sera un petit peu modifié. Les mises à jour se feront en OTA. Il y aura de nouvelles aides à la conduite, par exemple la détection des mains sur le volant ou encore l'assistance au stationnement intelligent à distance. Et il y aura également à l'arrière le rabattement depuis le coffre des sièges de la deuxième rangée qui sera possible. Et puis il y aura également un confort acoustique, une isolation phonique optimisée, améliorée. Alors je la trouve déjà très bonne. S'il l'améliore, eh bien, ce sera encore mieux. Voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, donc n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Si l'essai vous a plu, je vous invite à vous abonner, à le commenter, le liker, le partager avec vos proches, votre famille, vos amis. Un immense merci à Pierre et Jean de Hyundai Motor France pour le prêt du véhicule, qui m'aura permis d'aller jusqu'au salon de Lyon du 2 roues. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!